Eh bien, bonjour, je suis Sandra Deloménie Dumeau et aujourd'hui j'accueille Anne Quentin. Bonjour Anne. Bonjour Sandra. Bon, alors, comme tu sais, je suis coach en psychogénéalogie énergétique et donc j'accompagne les familles hypersensibles comme toi qui se sentent parfois différentes, qui parfois même atypiques et qui vivent un profond mal-être et ce mal-être, il est parfois inexplicable. Et dans le fait qu'ils soient inexplicables, ça les conduit également à avoir des relations difficiles dans lesquelles elles se sentent perdues. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je les aide à comprendre l'origine transgénérationnelle de leurs difficultés, de leurs blessures émotionnelles, et ça leur permet, et ça, comme ça t'a permis à toi, de reprendre en fait leur vie en main, de trouver leur place enfin, et derrière d'aller vers cet épanouissement avec de la sérénité et surtout dans la joie. Et c'est ça la grande différence. Tout à fait. Ça a été ton cas. Oui, c'est sûr. Bon. Alors en fait, avec Anne, déjà je voulais te remercier d'avoir accepté de faire cette interview, qui est ma première interview. Voilà. Et donc on va voir avec toi en fait comment le fait d'identifier et de comprendre qu'on souffre du syndrome du jumeau perdu, ça peut complètement changer la vie et même être une réelle délivrance, parce que c'est le mot que tu as prononcé. Oui, tout à fait. C'est vrai, la délivrance, oui. Ok. Surtout quand on ne le sait pas, quoi. Qu'on a eu un jumeau ou une jumelle. Voilà. Un frère ou une sœur qui n'est plus là. Ok. Et toi, en fait, t'es qui? Enfin, plutôt, t'étais qui avant de commencer l'accompagnement? En gros, il y a un an, quoi, quand on s'est vu pour la première fois. Alors, je m'appelle Anne-Christine Quentin. Je m'appelais Anne-Christine Quentin, avec ce prénom, Anne-Christine. Et maintenant, je ne suis plus que Anne. Voilà. Okay. Déjà, auparavant, je me faisais appeler soit Anne, soit Christine, soit Anne-Christine. Et les gens choisissaient. Et en fait, maintenant, je sais pourquoi j'étais déjà dans ce changement de prénom. Accepter que ce soit que Anne qui soit présente. Il y avait cette dualité en toi qui faisait que tu n'arrivais même pas à choisir et savoir qui t'étais finalement. Tout à fait. Ok. Mais du coup, t'es mariée, t'as quel âge? Enfin... Ah oui. Je suis divorcée depuis une vingtaine d'années. J'ai 2 enfants, 2 garçons, 2 grands garçons, et je suis maintenant dans une relation épanouie avec un compagnon. Voilà, depuis quelques années, et tout va bien. Oh, super. Tout va bien. Bon, si tu permets, oui. J'aimerais en fait évoquer, que tu évoques. Oui. Je vais te prononcer 2 petits mots. J'aimerais que tu nous en dises 2 mots, c'est le cas de le dire. Si je te dis 20 ans. Alors 20 ans, c'est l'âge que j'aimerais bien encore avoir. Mais c'est 20 ans qui se sont écoulés entre mes 40 et bientôt 60 ans. Donc 20 ans qui sont passés. Et donc il y a 20 ans, j'avais mes 40 ans et j'ai fait, maintenant on appelle ça un burn-out, mais je suis tombée dans une très grosse dépression et j'ai fait une tentative de suicide. Voilà. J'ai tout perdu à ce moment-là. J'ai perdu tout ce que j'avais. Mon couple, eh bien, est parti. Mon couple, évidemment, subit les conséquences. J'ai perdu mon travail, et j'ai été suivie. Et je suis suivie toujours pour cette grosse dépression, avec des hauts et des bas, et surtout sans comprendre pourquoi. J'avais avancé et j'avais trouvé certaines choses, mais grâce à l'année dernière, j'ai fait un pas énorme, un pas qui, pour moi, c'est 20 ans de recherche, 20 ans où j'ai cherché à me trouver, et sans savoir pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'avais ce mal-être. Et en fait, en quelques mois, même pas en un mois de temps, le travail que nous avons fait ensemble, tu m'as fait mettre le doigt dessus,
la perte du jumeau, la perte d'une sœur jumelle, cette sœur jumelle que j'ai réclamée toujours, cette sœur que j'ai toujours réclamée quand j'étais enfant, quand j'ai été maman, je voulais une fille, pourquoi, voilà, et maintenant, je sais pourquoi. Je cherchais mon double qui n'était pas là, que je ne savais pas qu'elle existait, et qui en plus a toujours été là, en moi, sur moi, même au point que souvent je disais mais je comprends pas, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi qui agis. Voilà. Ouais, je me rappelle bien de ça. C'est un des éléments qui avait tilté parce que moi quand je travaille, je me fie pas à un élément. Tu sais comment je fais, c'est-à-dire que je viens faire des constatations et je viens tirer des fils pour voir en fait quels sont les éléments de cohérence. J'enquête. Bien sûr. Et ça, j'enquête. Et tu m'as dit un truc en fait que tu nous as pas livré là. Si tu m'autorises à livrer cette petite phrase que j'ai notée, tu m'as dit j'ai craqué il y a 20 ans. Et j'avais perdu le goût de la vie. J'ai fait une tentative de suicide parce que je n'en pouvais plus. Je souffrais intérieurement. Ça s'est vu sur mon physique parce que à ce moment-là, j'ai perdu du poids. Donc j'étais bien plus mince à l'époque, mais j'avais perdu une dizaine de kilos en très peu de temps. Je ne tenais plus debout. J'avais plus de force. D'ailleurs, il y avait plein de choses qui en moi physiquement n'allaient plus. J'avais une perte aussi de globules rouges. J'avais plus de fer dans le sang. Oui, donc c'est-à-dire que c'était vraiment rentré, comme on pourrait dire, dans le corps, c'est-à-dire par somatisation finalement. Tout à fait. Oui. Alors là aussi, j'interviens, je fais une petite aparté, parce que souvent on entend que la somatisation, c'est presque à montrer du doigt, quoi. Ah tu somatises. Je pense que ça a dû vous le faire souvent, ça me l'a fait à moi et ça a dû te le faire à toi aussi. Oui. Mais en fait, la somatisation, et si on la voyait autrement, si on se disait merci à mon corps de me montrer qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Oui. Et je pense que déjà à partir de là, on serait dans un autre état d'esprit et ça fait toute la différence. Alors, je vais continuer parce que tu m'as dit, j'ai vécu dans un brouillard pendant près de 20 ans. Donc depuis cette tentative de suicide, même si tu as été suivi, tu étais quand même dans le brouillard. Tu me dis, j'essayais de me débattre, mais sans résultat. Là, le brouillard s'est dissipé. Aujourd'hui, je suis sortie du brouillard. Là, je suis dans la lumière, je suis éclairée, on peut me regarder tel que je suis, je me montre enfin mon vrai visage, je suis moi, je suis bien ancrée, je suis, mon corps est bien à sa place, voilà, et ma tête, tout est aligné, tout est aligné. Parce qu'on entend aussi beaucoup ce mot, faut être aligné. Oui. Mais c'est quoi pour toi être aligné à l'intérieur par rapport à ce que tu as vécu cette dualité avant? Eh bien, je vivais, bien sûr, mais j'avais qu'une envie, c'était de mourir, parce que je ne me sentais pas bien sur Terre. J'étais pas en phase avec moi-même, je voulais partir. Alors, il y avait aussi une chose, c'est que quand j'ai fait ma tentative de suicide, je disais, je voulais partir pour retrouver, je sentais l'appel de ma grand-mère maternelle que je n'ai jamais connue, parce que ma maman l'avait perdue quand elle était très jeune. Et donc, j'ai senti cet appel. Moi, j'allais avoir 40 ans et j'ai senti cet appel. Et en fin de compte, maintenant avec le recul, je me dis non, c'était pas ma grand-mère qui m'appelait. C'était mon autre moi, c'était ma sœur jumelle qui était toujours là et qui. C'était aller retrouver pour être complète en fait. Voilà. Parce que je pense que toutes les deux, on se manquait. Elle intervenait certainement parfois ou elle me faisait faire des choses parfois. Mais c'est un peu paraître stupide, mais en même temps, oui, parce que je sentais bien que c'était pas moi. Et quand je voulais en finir, quand je voulais partir, malgré que j'avais des enfants en bas âge, malgré que j'étais une maman aimante et je voulais pas les abandonner, mais malgré tout, même si on pouvait penser que j'étais heureuse, et j'étais heureuse d'une certaine façon, j'étais heureuse, j'avais un mari, j'étais dans ma maison, j'étais bien, j'avais du travail, j'avais tout ce qu'il fallait pour être bien, mais je me sentais emprisonnée dans quelque chose qui m'étouffait et me détruisait de l'intérieur, voilà. Okay. Quelque chose d'impalpable en fait, d'inexplicable. Quelque chose que je ne comprenais pas. Et est-ce que tu peux nous dire effectivement, Anne-Christine? Alors Anne-Christine, c'est vrai que maman m'appelait tout le temps Christine. Et enfin mes frères m'appelaient Christine. J'ai toujours été appelée Christine jusqu'à je dirais quand je suis devenue jeune fille, quand j'ai travaillé, voilà, une vingtaine d'années, quand j'avais 20 ans à peu près.
C'était pas déjà au lycée ou au collège? Voilà, c'est ça. C'est ça, À l'école, déjà au collège, il a fallu, donc j'ai changé de nom. C'est vrai que les noms, euh, le nom a une importance dans une vie de femme, en plus. Quand on change de nom, quand on se marie, il faut s'adapter à ce changement d'état civil. Ensuite, quand on divorce, il faut recommencer, reprendre une se forme d'identité. réapproprier son nom. Alors moi, j'avais changé de nom entre-temps, hein, par rapport à mon père, voilà aussi. Et Anne. Et Anne, c'était le prénom qui me plaisait. Anne, c'était pour moi, ça sonnait la femme forte. Ouais. Voilà. Et à l'état civil, c'était quoi ton... C'était Anne-Christine, voilà. Les deux. Mais il y avait certainement une virgule je pense qu'il y avait la un trait virgule. d'union, mais qui n'était pas... Qui n'y était pas vraiment, qui n'a pas dû être marqué vraiment. Et en fait, c'est là que, avec ce qu'on a fait, on a vu que, et de toute façon, dès le premier jour au salon, tu m'as dit, par rapport à les questions, les 3-4 questions que tu m'as posées, tu as tout de suite vu que j'avais un problème d'identité. Et moi, ça m'a fait tilt parce que c'est là que j'ai compris que tu allais m'aider. C'est ce qui m'a permis, mais oui, c'est ce qui m'a permis de me dire, j'ai quelqu'un qui est en face de moi en 5 minutes, ou peut-être un quart d'heure, a mis le doigt sur quelque chose que personne d'autre n'a dit. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Et donc, d'où l'accompagnement que tu m'as proposé. Ouais. Voilà. Okay. Et Anne, donc, est devenue importante parce que moi, je voulais me relever de cette grosse dépression, de ce mal-être, de cette envie de mourir. Il fallait que je vive. Je ne pouvais pas partir à 40 ans avec 2 enfants qui avaient encore besoin de moi. Et finalement, Anne et Christine vivait encore en toi. Ah, Christine était tout le temps là. Et même pour ta famille. Et ça, même pour ma famille. Vois, même s'ils savaient pas si j'étais, que j'avais cette sœur jumelle, que j'ai eu cette sœur jumelle, bon, que maman a perdu sans le savoir, parce qu'à l'époque, les personnes âgées ne se rendaient pas compte. Mais quand tu m'as dit il y a un problème d'identité, je me suis dit bon, j'ai déjà changé de nom à plusieurs reprises. Mon prénom, effectivement, tu me demandais c'est Anne ou Christine ou est-ce que c'est les deux? Et moi, je t'ai dit c'est pour certains c'est Anne, pour certains c'est Christine, et pour d'autres c'est Anne-Christine. C'est un peu au bon vouloir des gens. Et en fin de compte, c'est pas vrai. Mon vouloir à moi ce que je voulais, je n'intervenais pas. Et c'est vrai que là maintenant, je sais qui je suis et je suis Anne parce que c'est moi qui l'ai décidé, parce que j'ai quelque part, grâce à toi, permis à Christine de me laisser vivre ma vie à moi. Et de la laisser elle. Et elle, qu'elle soit de son côté. On se parle aussi parce que je crois en cette autre chose. Et alors pourquoi j'ai cru que Sandra, ensuite quand tu as parlé des jumeaux, pourquoi j'ai cru en toi? Tout simplement parce que j'ai également fait des fausses couches et parce que j'ai mon deuxième enfant, voilà, qui lui, on m'avait dit, il y en avait 2. Et ensuite, on m'a dit, non, finalement, c'était une poche vide. Et donc, moi, ça m'a fait bien comprendre qu'il y avait bien deux garçons, des jumeaux aussi. Et donc, si tu avais vu pour moi, comme on dit souvent que c'est l'hérédité. Ça donnait du sens. Ça donnait d'un sens, d'autant plus que du côté de mon père, il y a également des jumeaux. Du côté des tantes. Donc, c'était logique. Voilà. C'était logique et tu avais envie d'aller explorer. Et j'avais envie bien sûr, de creuser cette voie parce qu'on l'avait jamais fait. Okay. Si je te demandais maintenant, pourquoi tu as accepté, en fait, cette interview? Donc, je rappelle, c'est la première, en fait. Et, j'ai eu envie, en fait, voilà, de te la proposer. Et pourquoi tu as accepté? Ça a été un petit peu parce que quand on fait le bilan, après notre travail ensemble, parce que je dis bien travail, c'est un travail. Sandra a travaillé dur de son côté, moi j'ai travaillé aussi de mon côté pour refaire l'arbre psychogénéalogique. Le génosociogramme. Le génosociogramme. Alors, je vais préciser ce que c'est. Voilà. Vas-y. Voilà, pour ceux qui nous regardent et qui savent pas. En psychogénéalogie, on va effectivement, quand on va travailler l'histoire familiale, on vient travailler, on part de nous, bien sûr, on regarde ce qui se passe dans la vie de la personne, et parfois, dans la vie de la personne, il arrive que les traumas, on arrive à les gérer, bon an, mal an. Et quand on creuse un peu plus loin, j'utilise un outil qui s'appelle la persographie, qui permet, avec une représentation graphique, va nous donner en fait
la part inconsciente que porte chacun d'entre nous. Et à partir de là, moi, je vais pouvoir l'analyser, faire des liens et identifier des pistes de travail. Et quand on fait le génosociogramme, on pose bien évidemment des dates de naissance, on va aller faire du lien là-dessus, mais on vient aussi, se poser des questions sur l'histoire familiale, sur ce qui se joue, parce qu'on n'est pas en lien avec tout le monde, mais par contre, qui a eu telle maladie, qui a eu tel événement de vie, en quoi ça peut se rapporter à ma vie, à moi, voilà. On vient un petit peu chercher. Et donc, quand on a fait le génosociogramme, je m'inquiétais parce que, ne connaissant pas vraiment ma famille, du côté de ma maman, du côté de mon papa, c'est vrai que je suis d'origine quand même étrangère, donc c'est plus difficile de retracer ses ancêtres, retrouver ses ancêtres quand ils ne sont plus là. Et donc je me suis dit, oulala, comment je vais faire? Et en fin de compte, j'ai eu des éléments qui sont venus tout seuls, la famille qui s'est de la famille que je ne connaissais pas, qui s'est rapproché de moi à ce moment-là, qui, par le biais de Facebook, a pris contact avec moi. Donc, effectivement, ce que tu m'avais dit, il y allait y avoir des choses qui allaient changer, des choses qui allaient venir toutes seules, et c'est vrai. Il y a des choses qui sont venues toutes seules, et j'en ai été même surprise, parce que je butais sur des dates de naissance de certaines tantes, et sa fille me l'a donné, hein, date de naissance, date de décès, donc ça a été surprenant. Mais donc l'arbre, oui, en fait, on n'a pas eu besoin d'aller très loin. C'est ça. Parce qu'en fait, tu m'avais dit, c'est du côté de ta grand-mère maternelle, donc moi, ça rappelle ce que je ressentais, qu'il y avait un problème. Le lien était là. Le lien était là. Le lien visuel que moi j'ai pu identifier. Voilà, parce que bon, il y en avait un quand même, parce qu'il y a eu le jumeau perdu, mais il y a eu d'autres traumatismes hein, que j'ai dû aussi. On tombe pas dans une grosse dépression comme ça, hein, sans rien, bien sûr. Et donc c'est souvent un effet rebond d'ailleurs. Hein, l'intérêt c'est d'expliquer. Oui, voilà, il faut trouver les explications. Et je pense que tant qu'on est mal, c'est parce qu'on a besoin de ces explications-là pour pouvoir se dire bon ben effectivement, je l'ai compris. Maintenant, je peux passer à autre chose et je continue ma vie. Voilà. Ok. Mais pourquoi tu as accepté cette interview en sachant que tu allais être regardée finalement? C'est pas facile d'exposer, d'exposer ce qui est personnel, quoi. C'est difficile de se montrer. Donc justement, auparavant, j'aimais pas me montrer et je me cachais bien souvent. Mais pourquoi je l'ai fait? Ben, tout simplement parce que maintenant je suis bien dans ma peau, je suis heureuse et il y a tellement de gens mal dans leur peau qui comprennent pas pourquoi ils en sont là, des femmes, des hommes, mais aussi des femmes, des enfants. Et quand on entend maintenant, à l'heure actuelle, on vit dans une société où tout va vite, et ceux qui avancent plus lentement, bien, ils sont mis sur le carreau. Donc, il faut donner des bons outils aux personnes qui en ont besoin. Et je pense que les outils, bien, quand Sandra me les a apportés, eh bien, je les ai pris, j'ai fait le travail. Eh bien, quand on a la clé pour ouvrir une porte, et si cette porte elle s'ouvre, eh bien, ma foi, eh bien, on est délivré. Voilà pourquoi j'ai dit délivrance. Voilà, je me suis sentie libérée de cette cage dorée où j'étais. Bon, j'avais déjà plus. Pas si dorée que ça, finalement. J'avais que plus. Tu croyais que tu persuadais qu'elle était dorée. Voilà, je l'avais quand j'ai craqué, que je me disais, je suis dans une cage dorée, mais je me sens mal. Pourquoi je me sens si mal? Pourquoi je Et ça a duré 20 ans, quand même. Et ça a duré, oui, les conséquences aussi, et il a fallu se relever. Donc, d'où la bataille qu'il faut avoir au fond de soi, l'envie de se battre. Et cette envie, je l'avais, mais elle ne ressortait pas. Et donc, aujourd'hui, je me montre parce que j'ai réussi. J'ai réussi et ça peut aider d'autres personnes. Si moi j'ai réussi, eh bien d'autres personnes vont pouvoir se dire, bah ouais, j'avais un problème. Ce problème, c'était, alors on ne l'a pas évoqué, c'était on y vient, mais c'était que je me sentais énorme, donc je ne m'en montrais pas. Je ne voulais pas me voir, ou alors je me montrais, mais pour qu'on me voie, il a fallu que je prenne du poids. En fait, pour prendre place sur Terre, il a fallu que je prenne du poids. Et en fin de compte, moi, cette image ne me plaisait pas. J'avais pris du poids alors que j'avais réussi. Enfin, j'étais pas, à 40 ans, j'étais mignonne. Voilà pourquoi, enfin, c'est ce qu'on me disait. Hein, je me sentais pas forcément mignonne. T'as le droit de dire que t'étais mignonne à 40 ans, mais je me dis, j'avais pris ce poids et ce poids m'empêchait d'avancer.
m'empêchait d'aller plus loin. J'arrivais plus à attacher mes souliers, j'arrivais plus à m'habiller, mettre mes collants, mais c'est empoisonnant. Donc je me disais oui, c'est vrai, je suis essoufflée, et puis j'ai vieilli. Voilà, j'ai vieilli. Eh bien non, c'est pas que le vieillissement, c'était bien autre chose qui me bloquait. Voilà. Et ça me bloquait moi, et je ne voulais surtout pas que ma prise de poids, et ce qui me bloquait, parce que faut pas oublier que on transmet les héritages familiaux, hein, là j'ai bien compris, sont transmis. Hein, et moi, j'ai 2 enfants que j'adore, 2 enfants qui m'aiment et que j'adore et que j'aime de tout mon cœur. Et il était hors de question que je leur laisse cet héritage. Ces problèmes que j'avais, je ne voulais pas les laisser. Il fallait que je les résolve pour pouvoir les libérer eux, me libérer moi, mais de leur donner la possibilité qu'ils vivent leur vie tranquille. Et ce problème de poids, il était sur moi, mais il n'était pas que sur moi. Mes enfants sont aussi en surpoids, limite obèse. Hein, donc je ne pouvais pas ne rien faire, et donc les laisser aussi souffrir en silence de ce problème-là, parce que même si on montre des sourires, parce que j'étais quand même une personne souriante et tout ça, je ne montrais pas ce problème de poids. C'était un masque, hein? C'était un masque, oui. Et je ne veux pas que mes enfants soient comme ça. Et donc, mes enfants, je voulais réussir à perdre du poids. C'était ce que je t'avais demandé. Je voulais perdre du poids, et les régimes, etc., je n'y arrivais plus. Et donc, je n'arrivais pas à perdre du poids. Même au contraire, j'en prenais d'autres. Donc, je voulais rétablir ça. Et, eh bien, un an après, ben oui, j'ai perdu du poids. J'ai encore du poids à perdre, mais j'ai commencé à en perdre. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'un de mes fils a commencé à en perdre il y a un mois de ça, où il a perdu du poids aussi, et il continue d'en perdre parce que il a eu le déclic. Il a eu un déclic par sa vie, mais il a aussi vu que moi, je perdais du poids. Voilà. Et donc, que ce poids, c'était ce blocage, en fait, à partir du moment où ça saute, c'est-à-dire que si le tuyau est bouché, quand on débouche le tuyau, c'est fluide et ça s'en va finalement. Voilà. Et c'est vrai que tu es venu avec ces éléments-là, et derrière, moi je me rappelle, on avait noté un mal-être, un sentiment de solitude, et en dehors du poids, parce que quand tu es venu me voir, oui, tu avais de l'embonpoint, mais dans ce que tu nous décris, on a l'impression que tu étais obèse. Mais en fait. Mais oui, mais c'est comme ça que je me voyais. C'est moi, je me voyais obèse, mais je l'étais pas. Pardon. Je l'étais pas. J'avais pris du poids. Tu vois, ça me gêne parce que. Oui. T'étais pas obèse. Non, j'étais pas obèse. Mais ta perception de toi, là encore, il y avait cette dualité où t'avais une mauvaise image de ton corps. Mais j'avais quand même, c'est vrai que dans la société, si on a une dizaine de kilos en trop, eh bien parfois c'est pas dans les normes, donc on est catalogué. Et c'est vrai que on fait déjà beaucoup moins de choses quand on a du poids. Il faut pouvoir se traîner, hein, faut pas rêver. Hein. C'est difficile d'aller marcher quand on a du poids à porter. Et d'ailleurs, tu m'avais dit j'ai cette lourdeur. Ah oui. Et finalement, le poids d'entrain, j'avais plus d'entrain, plus d'envie de faire les choses. Ouais. Et tout était comme ça. Tout me coûtait. Il fallait toujours faire des efforts pour tout. Alors que là maintenant, c'est en train de s'alléger. Je m'allège, mais les choses sont plus facilement réalisables. Voilà. Et j'ai repris le goût de la vie. J'ai repris des activités parce que je ne travaille plus depuis. Mais évidemment, cette dépression et d'autres problèmes de santé ont fait que je ne travaille plus. Ça aussi, c'était quelque chose de difficile parce que quand on n'est plus dans la société, on est en retrait. Et alors déjà le poids plus le fait de n'être plus dans la société, on ne dit pas comme c'est difficile de continuer d'avoir envie de vivre. Hein. Et là, j'ai réussi à avoir les mots, à avoir les clés et à mettre de l'ordre dans ma vie sans tout chambouler, puisque là je n'ai pas tout chamboulé, je n'ai pas perdu tout ce que j'avais acquis. Hein, la crainte de mon compagnon, c'était que notre couple qui allait subir les conséquences. Il avait peur que tu le quittes. Il avait peur que je le quitte. Que si tu as ce travail, tu le quittes. Mais oui, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fin de compte, non, au contraire, il est heureux parce que il me retrouve parce que c'est vrai qu'on se connaissait, on s'était déjà rencontrés par le passé, ouais. Et puis la vie on ne pouvait pas être ensemble à ce moment-là, mais la vie nous a permis de nous retrouver, et c'est vrai que
ben là, il est encore plus content parce que ben, j'ai une meilleure image de moi, mais cette image, il la voit aussi. Donc, eh bien, il est heureux de retrouver cette personne féminine qu'il aime tant. Ouais, et puis il avait surtout peur que tu l'abandonnes. Ah ben, il avait peur que je l'abandonne, que je retrouve, que je veuille, que je prenne une liberté, que j'ai envie que tu le délaisses. Voilà, que je le laisse voire tomber. Que tu le laisses complètement. Que je le laisse tomber, que je préfère vivre seule, tout simplement. Mais en fin de compte, non. J'ai pas du tout envie de vivre seule. Moi, je suis très bien accompagnée. J'aime être en compagnie. J'aime, voilà, j'ai été en sa compagnie et j'aime être, et c'est vrai que je me suis sentie longtemps seule, même en étant accompagnée. Et aujourd'hui, tout ça, c'est réparé. Et oui. Et maintenant, là, je suis bien. Et tu sais que l'autre fois, quand on s'est revus au même salon, au même salon, et t'étais en train de discuter à un autre stand, et il vient vers moi, je dis alors, t'avais peur? Je dis t'avais peur? Hein? Pascal, oui. Il me fait ouais, et alors, c'est c'était vraiment marrant en fait. Ah oui, parce que ça a des répercussions sur l'entourage, sur mon entourage. Je suis, je suis pas le soleil, mais je rayonne un peu plus et donc, eh bien, j'attire des bonnes personnes, j'attire des bonnes amies, j'attire la bonne humeur et je chasse ce qui ne me correspond pas. Je sais dire non, je sais dire stop. Ça a changé ça. Hein. Ah, oui. Et qu'est-ce qui se passait avant justement dans tes relations? Parce que t'attirais qui par rapport à aujourd'hui? J'attirais des gens à problème, j'attirais des gens qui étaient mal dans leur peau, qui n'avaient pas réglé leurs problèmes et qui étaient vraiment mal aussi peut-être dans leur qui ont oui tout simplement des problèmes d'identité ou des problèmes oui, qui sont pas bien nés, on va dire. Ouais, t'essayais en fait. Nés. Et moi, j'essayais de les aider, de les sauver. Bon, j'ai perdu j'avais un compagnon qui lui a fait, n'est plus de ce monde, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai essayé de l'aider. Et lui était ma béquille, et moi j'essayais de le tirer vers le mieux que je pouvais, de l'emmener vers le meilleur, et non pas le laisser dans son mal-être, dans sa petite vie qui était pas terrible, quoi. En fait, t'essayais de sauver celle que t'as pas pu sauver dans le ventre. Voilà, oui. Toute ta vie, c'était le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur. Et j'ai toujours aidé les gens qui étaient en difficulté. Voilà. Et si vous avez, qui écoutez ça, vous avez le syndrome du sauveur, vous éprouvez toujours le besoin d'aider les autres, il y a certainement une partie de vous qui cherche à être aimé, à qui il manque quelque chose, et c'est en allant aider qu'on va trouver sa valeur. Donc ça, c'est un travail qu'on fait ensemble. Oui, à combler un vide. Et c'est vrai que c'était ça. Je sentais un vide en moi. Ce vide, c'était la perte de ma sœur jumelle. Et donc, je comblais ce vide pour avoir pour pouvoir exister. Il fallait que j'aide quelqu'un d'autre. Voilà. C'est ça. Pour être reconnu. T'as presque dit le mot, pour être reconnu, pour avoir de l'importance. Pour avoir de l'importance. Pour t'autoriser à vivre, pour justifier le fait que je sois en vie. Que tu sois en vie par rapport à elle. Oui. Alors, vous comprenez, ça peut vous paraître très atypique, mais le syndrome du jumeau perdu, c'est un syndrome très connu en psychologie, pas assez exploité malheureusement. Et il est beaucoup plus exploité en psychogénéalogie parce que nous, on en voit les dégâts, et principalement au niveau du comportement. Ah oui. C'est principalement au niveau des attitudes au quotidien. Ah oui. On peut retrouver par exemple des gens qui vont avoir toujours des sacs à dos. Alors ça c'est Bibi. Voilà. Oui. Toi aussi, mais tu vois, j'avais pas évoqué ça. Mais moi j'avais tout le temps plein de sacs quand je partais quelque part, j'emmenais toujours plein de sacs. Voilà. Le fait de ne pas pouvoir se débarrasser aussi. On prévoit au cas où. Au cas où quoi? Eh bien, le fait d'acheter des vêtements en double. De deux couleurs différentes. Moi, c'est ce que je faisais. J'achetais des chaussures avec 2 couleurs différentes. J'achetais des vêtements, des robes de 2 couleurs. Voilà. Il y en avait, voilà. Il y avait pour les jours sombres et pour les jours gais. J'avais une robe marron, j'avais une robe orange. Voilà. Et donc, c'était quoi les jours sombres? Les jours gays, c'était censé être toi dans la vie. Oui, mais les jours sombres, c'était censé être Christine. Voilà, il y avait, voilà, tout à fait, quelqu'un qui s'éteint et quelqu'un qui est éteinte, et puis l'autre qui veut vivre, qui montre qu'elle est là. C'est ça, mais toujours dans ta vie, une place pour elle, en fait. Il y avait une place, j'ai toujours partagé, en fait. Et c'est, en fait, le fait de ne pas arriver à faire le deuil, mais quand on ne sait pas comment on peut le faire. Eh ben oui, comment on peut le faire. Mais une fois qu'on a pris conscience, une fois qu'on a fait ce travail de deuil, voilà, ça change tout dans la vie. Et maintenant, je rencontre des personnes qui me disent,
aussi qui sont un peu plus jeunes. Donc, j'ai rencontré des personnes qui étaient plus jeunes que moi, donc elles ont posé la question à leur maman qui était vivante et qui a pu leur dire, oui, effectivement, j'ai perdu un enfant. J'ai fait, il y avait deux enfants. Comme moi, j'ai dit, il y avait une poche vide. On me dit que c'est une poche vide, mais peut-être qu'ils ont été, ils ont pris des gants pour me le dire. Voilà, parce que c'est vrai que dans d'autres vidéos, vous verrez, j'exposerai vraiment d'autres informations sur le syndrome du jumeau perdu. Par exemple, si vous êtes une femme et que vous avez perdu du sang au début de grossesse et qu'on vous dit, on vous a pas dit à un moment qu'il y avait un autre embryon, il y a la probabilité. En tout cas, ça part de ça et qui crée le doute. Et bien évidemment, après, moi, je viens chercher avec d'autres symptômes. Si vous voulez, vous pouvez vérifier auprès de votre maman cet élément-là. Et dans la plupart des cas, il n'y a pas de trace, en fait. Et je vous expliquerai ce qui se passe à l'intérieur du corps, mais ultérieurement. Est-ce que, oui, pardon. Alors, je veux juste rajouter quelque chose, c'est que toute ma vie, j'ai rencontré des jumeaux. J'ai fait des connaissances de jumeaux. Je me mettais amoureuse d'un des frères jumeaux. Même quand j'étais plus jeune, j'ai vu des photos et maman me disait, tu as embrassé ce petit garçon à tel âge. Il y a une photo où on se faisait un bisou, et les enfants, ils se font des bisous comme ça, hein, et j'étais pas forcément plus amoureuse que ça, mais, et c'était encore un jumeau. Donc, les jumeaux, ou des jumelles, ils ont fait partie de ma vie tout le temps. Voilà. Mais on retrouve en fait cet attrait pour la gémellité ou le besoin de jamais être seul aussi. Oui. La solitude peut chez certains être un vrai problème et donc on va rentrer dans des relations de dépendance affective où on va être prêt à accepter tout finalement presque l'inacceptable. Tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi pour pas être tout seul, pour être deux, pour se donner l'illusion de recréer ce lien fusionnel parce que c'est bien ça. Si vous avez toujours besoin d'avoir une meilleure amie, d'être en symbiose, si vous avez des formes de jalousie, ça fait partie effectivement des critères, même des jalousies cachées. Alors attention, c'est pas un critère isolé qui va dire que vous souffrez du syndrome du jumeau perdu. Et tous ceux qui ont eu un jumeau in utero, su ou non su, ne souffrent pas non plus du syndrome du jumeau perdu. Petite nuance. Heureusement. Enfin, j'espère. Voilà. Mais tu verras que quand j'en parlerai, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que je rencontre pas mal de personnes qui me disent, oui, moi aussi, je pense que et je pense que je les attire aussi parce que j'ai des explications. Alors, c'est ce qui se passe avec moi depuis 1 an et demi. C'est exactement ça. Je me disais, mais dis donc, Sandra, est-ce que c'est parce que tu ne vois plus que ça? Mais non. Si on prend la loi de l'attraction, effectivement, qu'à un moment, quand vous êtes ouvert à ça, quand vous vibrez ça, parce que moi aussi, j'ai découvert, mais après avoir attiré les autres, parce que les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées, et que c'est un moment où ça vient cogner, qu'effectivement, j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps, on va dire que j'étais ici d'une grossesse gémellaire, mais on va dire plurigémellaire triple. Et ça donne du sens parce que je voulais 3 enfants. Je disais toujours, pour vous, l'équilibre, c'est peut-être 2 enfants, mais pour moi, c'est 3. Et cet équilibre, il me manque. J'ai perdu 3 enfants. Et quand j'ai des trépieds pour des pots de fleurs, quand je dis trépieds, c'est 3, c'est avec 3 toujours. C'est pareil, j'ai des copains qui me disent, ouais, c'est bon, t'as trop de trucs, Sandra, c'est pas possible. Ben oui, j'entasse parce que, pour tout le monde. J'entasse, voilà, pour pouvoir combler. Alors là, je vais faire du tri. J'en ai déjà fait. Mais il y a plein de choses, en fait, qui se jouent actuellement. Et pour toi, tu m'avais dit que tu savais pas où t'en étais. En fait, il y a 1 an, tu te posais beaucoup de questions. Et surtout que tu manquais de force pour terminer tout ce que tu entreprenais. Voilà. Et ça, c'en est où? Et il y a beaucoup de choses que je faisais, que j'avais commencé, et que je ne terminais pas. Et dernièrement, je me suis mis à la peinture, j'ai repris des activités, je fais des activités, et c'est vrai que j'ai repris quelque chose que j'avais commencé il y a 20 ans, que j'avais acheté pour le faire. Donc, j'avais pas commencé, j'avais acheté pour le faire en peinture avec des numéros, tout simplement, et je l'ai pris là, il y a 2 mois, et je l'ai fait. Je suis allée au bout, alors que c'était fastidieux quand même. Et la peinture, bon, elle avait vécu 20 ans dans son emballage. Elle a fait le boulot quand même. J'ai réussi à sauver la peinture et j'ai des super perroquets en peinture parce que je les ai repris et je suis contente. C'est un
un aboutissement, non? Ah, c'est un plaisir, mais immense, parce qu'en plus, il y a une histoire avec. Je l'avais acheté pour le faire, je ne l'ai pas fait, et là, je fais des choses que j'ai à nouveau envie de créer, bon, je sais que ça soigne, hein, le créer, mais je sais aussi que, je m'obligeais avant à aller jusqu'au bout, mais maintenant, c'est naturel. C'est un plaisir, en fait. C'est un plaisir d'aller jusqu'au bout, de finir quelque chose. Puis en confiance en toi, ça te revalorise. Voilà, c'est ça. Ça te repositionne aussi. C'est une satisfaction. Voilà. Ouais, ça te permet d'avancer encore. Et on peut le montrer, surtout quand on l'a terminé. Mais si on revient un peu avant, finalement, t'as commencé l'accompagnement, pas tout de suite, on va dire, peut-être 2 mois après la séance d'exploration. Oui. Mais pour toi, le travail, il a commencé dès la séance d'exploration, en fait. Alors, quand je dis j'ai perdu 20 ans, c'est parce qu'en fait, j'ai quand même fait, le fait que j'ai fait une tentative de suicide, eh bien, il a fallu que je me fasse soigner. J'ai été hospitalisée, etc. Et donc, j'ai suivi des thérapeutes qui m'ont suivi, qui m'ont trouvé, qui m'ont aidé, qui m'ont permis, bon, avec les médicaments aussi. Mais c'est pour ça que le chemin, il s'est fait en plusieurs étapes. Et je suis toujours quand même suivie. Faut toujours, on peut pas enlever la béquille comme ça. Et voilà, on peut pas enlever une béquille comme ça. Mais en tout cas, j'ai perdu 20 ans. Pour moi, j'ai perdu 20 ans parce que c'est vrai que si j'avais rencontré Sandra, eh bien, il y a ne serait-ce que 15 ans, on va dire, ou mieux, il y a 20 ans, eh bien, je serais encore jeune. Et ça fait mal quand même. Et j'aurais pas perdu toutes ces années et j'aurais pu faire peut-être plein d'autres choses. Mais bon, mon parcours était que j'arrive, que j'en sois libérée que maintenant. Alors c'est peut-être pour ça que je suis en train de faire cette interview avec toi, parce que peut-être qu'il faut que je témoigne de mon parcours pour aider d'autres personnes, parce que je sais qu'il faut aider les autres. Ça va être aider d'une autre manière, sans donner de ma personne, voilà. C'est juste à travers l'écran, mais si ça parle à plein de personnes, sachez que, quel que soit le coût, moi je regrette pas du tout ce que j'ai payé. Parce que ça a un coût, parce que c'est du travail, et c'est des heures de travail, on se rend pas compte des heures de travail, mais quand on passe 4-5 heures, parce que tu regardais, hein, mais on débordait un petit peu, et c'est vrai que, c'est un investissement de soi, c'est un investissement de la thérapeute, de la personne qui nous aide, et c'est un soin que je me suis accordé, que je me suis dit, eh bien oui, mettons que ce soit une thalassothérapie que je ne fais pas, voilà, quelque chose qui est un peu plus coûteux, c'est peut-être quelques fois où j'irai pas au restaurant, mais au moins je suis contente de l'avoir fait. Quel changement! C'est un coût qui n'est pas un coût, parce que c'est un bien-être. C'est un investissement sur soi, en fait. C'est un investissement. C'est pas une dépense. C'est pas une dépense, ça, voilà. C'est très différent, tout à quoi. Fait. Et ça, c'est important. Et ça, j'en prends encore, même moi, aujourd'hui, consciente, mais quand je m'habille, je me retrouve, je suis la personne que j'avais laissée aller, qui ne voulait plus vivre, qui ne voulait plus se montrer, qui ne voulait plus vivre vraiment pour elle. Je vivais plus pour moi. Et là, je vis pour moi. Et ceux qui sont autour de moi, eh bien, ils en ont des répercussions, forcément. Et c'est surtout quelque chose qui va te bénéficier tout le reste de ta vie, quoi. Et le temps qu'il me reste à vivre. C'est juste un petit détail, quoi. Le temps qu'il me reste à vivre. Sur 5 ans. Voilà, c'est un investissement qui est sur du long terme. Je connais pas la fin. Et je veux pas la connaître, mais voilà. Et je vis, en tout cas, j'ai plus les sacoches à porter, j'ai plus ce poids qui m'empêche d'avancer. Je suis pas en roue libre, bien au contraire, je suis sur la bonne route, en bonne voie, et je sais que je vais être encore mieux, parce que je vais encore perdre du poids, je vais encore soulever peut-être des choses qui vont s'alléger, et puis ma vie va être mieux. Ça se manifeste déjà sur tes enfants. Ah ça oui. Voilà, et surtout, tu sais, je t'avais dit au départ, tu verras peut-être que c'est juste le fait que dans ton poids, tu vas te sentir plus légère, même si ça change rien sur la balance. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé, en fait, au départ. Oui. Et c'est qu'après, une fois l'accompagnement fait, c'est-à-dire qu'il fallait que ça digère dans les cellules, que ça diffuse, et ça peut prendre un petit peu de temps. Et après un accompagnement, après un coaching, souvent, ça continue le travail derrière. C'est pourquoi je propose 6 mois après le bilan
qu'on se revoie pour ce que j'ai appelé une séance d'ouverture de conscience. Et donc, en fait, cette séance d'ouverture de conscience, c'est à la suite de ça qu'on a proposé l'interview. Et qu'est-ce que tu en penses de cette séance finalement, 6 mois après? Ah ben pour moi, c'est encore plus clair, c'est encore plus limpide, et même encore là, on arrive à retrouver des petits détails qu'on n'a pas évoqués parce que on peut pas se rappeler de tout. Hein, le temps passe et j'ai la mémoire qui flanche aussi. Ouais. C'est quoi le petit détail dont tu m'as parlé là juste en rentrant par rapport à tes cheveux? Ah mais le petit détail que c'est que je portais souvent la mèche. Ma maman me coupait les cheveux parce qu'elle était coiffeuse de métier, et donc j'avais souvent les cheveux courts comme les garçons. Et après j'ai eu les cheveux longs. Mais même comme ça, j'avais des franges, et en fait en grandissant, en devenant adulte, j'ai laissé pousser les cheveux, et la mèche était là, une mèche, j'avais les cheveux tous de la même longueur, donc ce qui fait que j'avais la moitié du visage qui était cachée. La moitié du visage, ça signifie quand même qu'il y avait qu'une partie de moi qui pouvait être vue. Et aujourd'hui, tu as cette mèche. Et aujourd'hui, en me coiffant, j'ai pris conscience que effectivement, maintenant, j'avais tendance à dégager le visage, à me montrer entièrement. Voilà, il n'y a pas qu'une partie de moi qui peut être vue. Donc, je suis entière. C'est un des petits éléments. Mais c'est un petit truc, mais en plus, donc ça continue à conscientiser. Voilà. En fait, il y a des petites choses qui se passent. Quand je t'avais dit à la séance exploration, je t'avais dit, tu verras, même si tes ancêtres, c'est compliqué pour pouvoir les retrouver, tu verras qu'on a plein de choses dans l'inconscient, parce que ce coquin, il gère 90% en fait de nos vies, même si on a l'impression qu'on décide de notre vie. On peut rien faire contre les neurosciences, moi je vous le dis. Mais par contre, c'est que par rapport à ça, toi tu as réussi en fait. Je t'ai dit, ça va s'ouvrir. Tu vas y avoir des pop-up à partir de maintenant, à partir de la séance exploration. Tu vas avoir des pop-up qui vont arriver, boum 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 boum, et ton inconscient, les bulles vont remonter à la surface. Et c'est ce qui s'est passé. Tout à fait. Il y a des éclairages qui comme s'il y avait, tout comme notre corps va on a des signaux quand on est mal, hein, quand on peut plus avancer, on va avoir mal aux genoux, etc. Toutes ces douleurs qui existaient il y a 1 an de ça, hein, parce que c'était bien beau, le médecin me disait, écoutez, il faudrait que vous alliez marcher une demi-heure. Je dis ouais, mais tous les jours, bon, c'était bien, c'est bien beau de le dire, mais déjà, moi, au bout de 5 minutes, j'étais essoufflée, donc déjà dur. Dire une demi-heure, et je l'ai fait un peu, mais difficilement. Et les douleurs, le genou qui voulait pas me laisser tranquille, je ne pouvais plus avancer parce que le genou, la jambe, etc. Donc c'était vraiment des signes que quelque chose ne fonctionnait pas et qu'il fallait réparer, il fallait aider. Exactement. Et tu avais parlé aussi, alors pas très glamour, mais on peut parler, et tu m'en avais pas parlé du genou, tu m'avais pas parlé des fuites urinaires. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les fuites urinaires? Eh bien, les fuites urinaires, c'est un gros problème quand on n'est pas très vieille quand même. Eh bien, les fuites urinaires, elles disparaissent. Les fuites urinaires qui, quand on se réveille la nuit, quand on se réveille le matin et puis qu'on n'a pas le temps d'aller jusqu'aux toilettes, c'est quand même très embêtant. Et là, eh bien, j'arrive à aller jusqu'aux toilettes, même si c'est que 5 mètres. Et il y en a moins. Et il y en a moins fréquent, et beaucoup moins pratiquement. Et les douleurs, pareil, elles sont parties. En fait, bon, j'ai fait quand même quelque chose. Je me suis fait aussi aider, bon, pas par Sandra, mais aussi par une diététicienne qui m'a aidée. J'ai changé ma façon de manger, mon alimentation est différente, mais je ne me prive pas. Je mange et je suis. J'avais presque des addictions, même avec l'alcool parfois, parce que quand je souffrais, eh bien. Un médicament ne faisant pas d'effet, eh bien, l'alcool atténuait la douleur. Donc, il m'arrivait aussi de boire, j'étais pas au point de me rouler par terre, évidemment, et donc, ça a aussi entretenu mes kilos, hein. Les kilos, ils venaient aussi parce que je prenais un apéritif en trop. Donc, eh bien, tout ça, c'est parti tout seul. Et les douleurs, déjà, le fait que on perde du poids, eh bien, les douleurs partent aussi parce qu'on est bien mieux. Notre corps, normalement, ne devrait pas souffrir. Voilà. Et c'était, en fait, des kilos émotionnels. Je pense qu'il y avait beaucoup de kilos émotionnels. Et quand tu me dis, j'arrivais pas à aller au bout. Parce que la diététicienne, t'as pu enclencher ce travail. Oui. Parce que là, tu t'es dit, je vais aller au bout, sinon t'auras abandonné, hein. Ah oui, puis là, j'arrive même à encourager les autres, donc, oui.
Donc là, effectivement, c'est génial. Alors attends, c'est que j'avais prévu d'autres questions, Oui, mais oui. on a fait un petit peu, voilà, on va essayer de revenir sur certaines choses. Il y en a une qui me paraît intéressante. Quand on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi dans cette libération intérieure par rapport entre tes traumas de vie et ton trauma in utero? Tu m'as dit, en fait, le plus important, c'est que sur ma vie, c'était que ce qui était invisible dans ma vie in utero, la perte gémellaire, c'est ça ce qui a été le plus traumatisant, alors que j'ai vécu quelque chose que je pensais bien pire quand j'étais ado, et qu'en fait, ça s'est résolu tout seul. C'est-à-dire que c'était pas ça la source. Ah oui, j'ai subi, c'est ça que oui. J'ai subi. Alors t'es pas obligé de dire ce que t'as subi, hein. Oh, ça va, on est, allez, je dis la vérité, hein. Évidemment, quand on arrive à craquer, quand on craque, c'est souvent parce qu'on a subi des choses, on a des échecs, etc. Mais j'ai aussi été violée dans mon passé. C'était quelque chose que je ne disais pas et il y a eu des conséquences quand j'ai eu les enfants, hein, parce que le périnée ne fonctionnait plus, ne voulait pas refonctionner normalement, d'où les fuites urinaires. Et c'est vrai que la perte, donc ces pertes ont aussi un lien. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était à cause du viol que j'étais tombée si mal. Et en fait, il n'y avait pas que le viol. C'était une répétition d'un traumatisme. Voilà, c'était un autre traumatisme. Voilà, il a fallu d'autres traumatismes pour que je prenne conscience, je pense. Alors, j'utilise le mot traumatisme, mais dites-vous bien qu'une perte gémellaire, c'est vivre avec une forme de mort à côté de soi pendant le reste des mois de la grossesse. C'est identifié comme un traumatisme. Il y a les graves traumatismes, il y a les plus petits traumatismes, petit t, grand t, peu importe, mais la perte gémellaire est un traumatisme qui a un impact énorme sur la vie d'ado, sur la vie d'adulte, sur notre vie de couple, dans toutes les sphères de notre vie en fait. Et ça, c'est vraiment à intégrer. Et on peut, et quand on souffre d'un mal-être, quand c'est inexplicable, voilà, on comprend pas, c'est profond, on comprend pas d'où ça vient, alors qu'on a tout pour être heureux. Alors qu'on est dans une vie que beaucoup m'enviaient, ça c'est clair, hein. J'ai été enviée, et en fait non. Il faut trouver la bonne personne. Moi, j'ai vu que j'avais vu des thérapeutes. Il y en a certains que j'ai vite éliminés parce qu'ils me faisaient tourner en rond. Mais finalement, j'ai continué avec certains qui m'ont beaucoup aidé, certaines personnes qui m'ont aidé, mais c'était pas encore assez. Donc effectivement, la rencontre avec Sandra a été le chamboulement, je dirais, l'aboutissement de cette question qui en fond n'avait jamais trouvé de réponse. Et pourquoi je me sentais cette peur de l'abandon, pourquoi je me sentais qu'il y avait encore un vide, même j'étais comblée, j'avais pas à me plaindre de ma vie. Et c'était ça justement la dualité aussi, de dire mais pourquoi je vais si mal? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce qui va pas bien en moi? Qu'est-ce qui ne va pas bien en moi? Oui. C'est ça, pourquoi je vais pas bien? Enfin, qu'est-ce qui débloque, quoi? Et en fait, maintenant que j'ai eu cette réponse, pour moi, ça a donné les réponses à tout. Ça a permis d'ouvrir le champ à tout possible. Tout est possible. Pour toi, quelle est la différence entre un coaching thérapeutique et le suivi chez un psy? Parce que tu as connu les deux, non? J'ai connu les deux. Ben, c'est justement, c'est 20 ans. 20 ans de passer à faire une thérapie qui m'a aidée, mais pas assez vite. 20 ans que je ne rattraperai jamais. Même si je me ressens un peu plus jeune maintenant, j'ai quand même maintenant les cheveux blancs parce que les étapes nous font blanchir. Et puis je veux plus faire des couleurs parce que pourquoi tricher après tout, hein? Je pourrais paraître plus jeune en mettant une couleur, mais non. Non, je suis comme je suis et je m'accepte tel que je suis. Mais ne pas perdre de temps. Qu'est-ce que c'est important? Parce qu'on a quand même le temps nous est compté. Le temps nous est compté. J'aurais pu très bien ne pas me louper, hein, parce que j'ai été sauvée in extremis, donc j'aurais pu très bien ne pas, parce que la tentative que j'ai faite était quand même une tentative qui normalement n'échoue pas, hein. Donc j'étais tellement mal au fond de moi, je sentais que j'étais en train de mourir de l'intérieur que je n'en pouvais plus. Je voulais délivrer, non seulement je voulais me délivrer moi, mais je voulais libérer mes enfants de ce poids, mon ex-mari, de ce poids d'une personne malade à côté. Et qu'est-ce que je t'ai apporté
Alors, avec l'accompagnement et que t'as pas apporté le psy, par exemple? Ben déjà, la confiance, elle est venue tout de suite. Déjà, on se sent à l'aise. Ensuite, il y a la rapidité de aller droit au but, aller au but, et d'éviter de tourner en rond sur un problème, d'essayer de, tant pis, on voit sur autre chose, et toi, tu as les outils, tu as les clés de différentes méthodes qui ne sont pas que psychologiques, si tu veux. Et donc, cette méthode-là, elle est beaucoup plus rapide. Et ça, ce gain de temps en 3-4 mois, c'est-à-dire en 3-4 séances qu'on s'est vu, 3 séances, 4 séances, je sais plus. 4 séances. Alors, faut préciser que les séances sont pas des séances d'1 heure non plus. Hein. Ah non, c'est des séances. Voilà. Et il y a du travail avant, du travail, voilà. Après, vous avez du travail en dehors, moi aussi. Suivant les séances, et que quand on se voit l'après-midi. Mais c'est aussi ça, le gage de réussite. Ben c'est ça. Bien souvent, c'est ce que je reprocherais même quand on va voir un thérapeute, c'est de ne pas pouvoir passer plusieurs heures à déballer notre mal-être et à essayer de trouver qu'est-ce qui a fait que je me sens si mal et qu'est-ce qui fait que je pourrais me sentir mieux. Ben, en fait, moi, j'ai vite compris finalement qu'en psychogénéalogie, si on y allait à l'heure, ça prend du temps et les gens abandonnent. Oui, on laisse tomber. Vous comme moi, à un moment, on se lasse, on veut des résultats rapides. On est dans une société où on veut du résultat. Oh, voilà, c'est ça. Parce que le monde bouge très vite. Et effectivement, je me suis autorisée et l'expérience m'a donné raison à faire des séances beaucoup plus longues. Donc en général, on a des séances de 2 à 3 heures, parfois plus. Ça peut arriver. Mais quand je tiens quelque chose, je peux vous dire que je le lâche pas et je tiens jusqu'à ce qu'on soit arrivé à ce qu'il sorte quelque chose, à ce que le corps lâche par des pleurs, par un cri, voilà. Et à partir de là, parce que la fois d'après, en fait, l'inconscient a repris le dessus, ça se représente pas. Et c'est ça la grande différence, en tout cas, et c'est ce qui nous permet quand même de faire un travail de qualité, avec une grande efficacité et rapidement. Ce qu'on peut considérer comme rapide, 4, 5, 6 mois, quand on a perdu des années, c'est rien. Oui, parce que moi, quand je dis j'ai perdu du poids, on fait le point aujourd'hui, ça fait 1 an, effectivement, mais en fin de compte, on n'a pas commencé tout de suite, parce qu'il y avait des dates, il y a eu des empêcheurs, etc. Oui, et puis j'avais d'autres accompagnements. Voilà, donc faut bien commencer. Voilà, on a commencé au mois de janvier ou février, peut-être bien. Et en fin de compte, on se retrouve là, mais voilà, moi, ma perte de poids, elle date déjà, elle a commencé il y a 3 mois. Donc, voilà, à la fin de l'accompagnement, finalement. Pratiquement. Et mon bien-être aussi. Voilà, et tu m'as dit qu'en 2 mois, ça avait commencé à lâcher pour toi. Oui, ça avait commencé. Voilà, ça avait diffusé dans tout ton corps pendant 6 mois en tout. Voilà. Et puis, que c'était le temps de l'acceptation. Oui. Du deuil, voilà. Des jumeaux, de la perte de ma sœur, de ma sœur que j'ai connue que dans le ventre de maman. Et la certitude, tu te rappelles, tu me disais que t'avais, en fait, ça venait résonner avec une certitude profonde que t'avais une sœur, en fait. Oui, parce que j'ai toujours réclamé, j'ai toujours cherché, j'ai toujours demandé à maman une sœur, parce que j'ai que des frères. Mais il y a aussi autre chose, c'est que je l'ai dit quand j'ai été internée, quand j'ai été hospitalisée, je l'ai dit, on m'a demandé pourquoi j'étais là, qu'est-ce que j'attendais, et j'ai dit je veux qu'on vous m'aidiez à me retrouver parce que je cherche mon double, je suis avec je cherchais mon double. Voilà, je cherchais mon double. En fait, je me cherchais moi, mais je cherchais mon double et je l'ai verbalisé. Et ça, ils sont passés à côté. Et ça, j'en veux un peu parce que ce sont quand même des personnes qui sont rémunérées aussi. Et qui normalement devraient qui sont médecins, qui ont fait des études, voilà, et qui ont fait des études importantes et qui devraient mettre le doigt là-dessus plus vite que quelqu'un d'autre qui a Donc oui, moi j'ai pas 12 ans d'études, je suis pas médecin. Voilà. Et j'ai eu la chance et je t'ai rencontré toi et j'ai vu la thérapeute, une infirmière psy qui m'a suivie et ça. J'étais heureuse pour elle quand elle m'a annoncé qu'elle était mamie de sa fille. Donc sa fille avait, pas de sa fille, mais de ses 2 petites filles. Elle avait eu des jumelles. Et ce jour-là, elle m'a vu rayonner. Et en fin de compte, eh bien oui. J'étais contente que ces petites filles soient nées à 2, quoi. Oui. Elles étaient pas seules, elles étaient 2, elles sont allées au bout de l'accouchement était bien, mené à terme. Tu vois, toi qui n'arrivais pas à aller au bout des choses. Oui.
Voilà, là c'est mené à terme. Il y a une partie de toi qui a accouché. Voilà. Et ce que je te disais, c'est-à-dire que parfois, et de plus en plus, la délivrance, on vient chercher avec toi ta délivrance, on vient chercher chez moi l'accoucheuse de soi. Alors ça peut paraître bizarre et ça me fait aussi bizarre de le dire, mais ça reste, c'est une réalité. Mais c'est ça, finalement. en thérapie, c'est ça. On accouche de ce qui ne va pas. D'ailleurs, il y a une expression qui se dit, bah allez, quand on n'arrive pas à dire les choses, qu'on ne va pas au bout de notre phrase, eh ben accouche. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ouais, ben voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, on avait abordé aussi, tu sais, quand je t'avais dit qu'est-ce que tu en conclus, c'est-à-dire que tu m'avais dit mon corps se répare. Ah oui. Mon corps ah oui, ben les douleurs déjà, j'en conclus que bien, quel que soit le prix, ben il faut pas hésiter. Moi, je me dis, si seulement je pouvais revenir en arrière et me dire, ben tiens, t'as cette possibilité-là, plutôt que ça, bon oui, là tu vas être pris par la sécurité sociale, hein, parce que j'ai été suivie, donc voilà, c'était quand même une prise en charge. Là, je le fais de ma poche, mais franchement, je regrette rien du tout. Oui, et puis avec la Sécu, heureusement qu'ils sont là, merci. Heureusement, oui, parce qu'il y a parce que là, maintenant, je peux me permettre. Il y a 20 ans, non, j'avais tout perdu. Hein. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon conjoint m'a laissé. Enfin, je jette pas la pierre, mais voilà. J'ai été abandonnée, hein. Et j'avais mes enfants en bas âge qu'il fallait élever. Donc, j'avais pas les moyens. Et donc, j'aurais pas pu me permettre à ce moment-là de. Mais les systèmes sociaux, heureusement qu'ils sont là. Heureusement. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas assez de temps. Souvent, c'est-à-dire que quand on fait un rendez-vous par mois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on propose en coaching. On est dans un système où tout doit aller vite. Donc, on peut pas accorder ce temps. Et la différence entre le coaching et un simple suivi psy, c'est que la partie en fait analytique, compréhension, on va l'avoir, mais on va aller vraiment creuser beaucoup plus loin. C'est surtout qu'entre chaque séance, il y a du travail. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'action avec qu'est-ce que je mets en place. Ça peut être des mantras, ça peut être un acte de libération, ça peut être des recherches pour commencer à comprendre qui on est, parce que je te laisse pas découvrir envie de quelque chose. Non. Tu accompagnes même si on se voit pas dans les séances, tu es toujours présente. C'est-à-dire que je savais que je pouvais t'appeler si j'avais besoin, si j'avais un doute. Voilà. Je pouvais te communiquer et te poser la question si moi je butais sur quelque chose, tu étais là pour me répondre. Il y avait un échange automatique et là tu ne comptes pas. Je veux dire, c'est parti. Là il y a un accompagnement encore aujourd'hui comme ça, où effectivement je suis joignable, on va dire plus 7 jours sur 7 comme avant. Mais non, je suis débordée. 5 jours sur 7, voilà. Tu t'accordes un peu de temps. Voilà, 5 jours sur 7 où on peut me joindre en dehors de l'accompagnement pour que vous puissiez continuer à progresser. Voilà. Mais j'ai 3 accompagnements maintenant différents. Un pour ceux qui ont des problèmes de santé, un comme celui que tu avais pris où il y a vraiment l'accompagnement cocooning où je suis là en dehors aussi, parce que c'est aussi en dehors qu'on avance. Et un qui est l'accompagnement de base qui est souvent destiné aux femmes qui ont déjà commencé à travailler sur elles. En développement personnel depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans, peu importe. Voilà. Et qui ont déjà des outils. C'est vrai que si je t'avais rencontré il y a 20 ans ou 15 ans, eh bien, ou même ne serait-ce que 10, hein, peut-être que j'aurais pu reprendre mon travail. Peut-être que j'aurais été réparée pour pouvoir retravailler. Peut-être que j'aurais été vers l'accompagnement ou l'aide d'autres personnes. Parce qu'on m'a toujours dit, j'ai aidé ma maman, mon beau-père, mon ex-ami. J'étais là pour les autres. J'étais là, j'étais comme une infirmière. La société te donnait comme une infirmière pour eux, avec des mots, avec la présence, voilà. La présence. Que t'avais pas eu quand t'étais in utero, toute cette présence qui t'a manqué. Voilà. Hein? Alors, je vais relire ce que tu m'avais dit l'autre fois. Quand on a parlé, tu m'as dit mon corps se répare, je cicatrise par endroits, et lui, il cicatrise en fait par endroits à son rythme. Car les mots qui s'y rattachent n'ont plus lieu d'être. Et tu m'avais mis, les mots que j'avais se sont résolus quand j'ai mis des mots MOTS dessus. Oui, les mots MAUX et les Mon corps s'est réparé grâce aux compréhensions et aux explications qui pour moi étaient logiques. Voilà. Et aujourd'hui, les gens, alors tu dirais que le changement, il commence à l'intérieur ou à l'extérieur de soi? Le changement, il commence déjà dès qu'on prend la décision de dire j'accepte, je vais me faire aider. Ensuite, le changement se provoque,
Ressenti? est ressentie de l'intérieur, et puis effectivement après ça se voit de l'extérieur. C'est pas que la perte de poids, c'est je me remaquille, je fais attention à moi. Moi, je trouve que tu as une féminité que tu avais pas. Que j'avais perdu. Hein? Que je m'habille. Enfin, moi, je t'avais pas connue avant. Eh ben je t'ai connue il y a qu'un an. Mais oui. Mais quand je t'ai vue arriver, je me suis dit, waouh! Je suis moi. Mais oui, parce que souvent on me disait, tu as du charme. Quand j'étais plus jeune, je comprenais pas pourquoi certaines personnes, j'attirais beaucoup les personnes plus âgées, les hommes, hein, c'est pour ça que j'ai été harcelée, et que voilà, hein, aussi, ça aussi. Et donc, je ne comprenais pas, et en fait, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, tu as du CCC, du chien et du charme. Et effectivement, je ne suis pas belle, non, je me trouve pas belle, mais effectivement, les personnes qui me voient, qui me connaissent, qui me côtoient, me disent, il y a quelque chose en toi qui est agréable et qu'on aime. C'est ça. Voilà. Ouais. On aime ta personnalité, on aime ce qui se dégage de toi. On aime ce qui se dégage. Voilà. Et ça, eh ben, c'est ce qui est mieux, hein, d'ailleurs. Et comment ils te voient les gens autour de toi maintenant? Ah ben, moi, je suis l'amie, ma grande amie, hein. Là, Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Tu te rappelles ce que tu m'as dit? Non? Ah, le bug. Mais non, tu m'as dit, ils disent que je suis plus radieuse. Ah ben, je suis radieuse, ben, voilà, mieux dans ma peau, ils le voient. Oui, oui, c'est vrai. Et j'ai eu auparavant des personnes un peu qui voulaient, qui se servaient de moi. Hein, qui tu les laissais se servir de toi parce que tu avais avantage. Je savais pas dire non, voilà. Je savais pas dire non. Et donc voilà, parce que j'avais besoin aussi moi d'aider, donc je laissais faire. Mais qui se servaient de moi, et souvent on me disait que j'étais la grande sœur ou la petite sœur. Ouais. Voilà. Et en fin de compte, oui, parce que je comblais quelque chose en elle aussi, certainement. Aujourd'hui, tu es plus lumineuse, donc t'attires pas les mêmes gens. Et maintenant, j'attire des personnes qui peuvent avoir aussi des soucis. Hein. Enfin, tout le monde en a. Hein. Personne n'est parfait et tout le monde. Mais quand on est ensemble, eh bien, on oublie tout ça et on vit, on profite, on est heureuse, on est heureux parce qu'il n'y a pas que des femmes. Ouais. Et on est heureux. Et ça. Ça n'a pas de prix. Toutes ces bonnes choses à l'heure actuelle, c'est le plus important. Aimer, être aimé, se sentir bien. Mais qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qui a changé avant? Tu dirais qu'il y a un avant l'accompagnement et un après du coup. Mais qu'est-ce qui a changé vraiment pour toi? Peut-être la compréhension et la fluidité des choses. Okay. C'est plus rapide pour moi bon, j'étais quelqu'un qui analysait les choses beaucoup, qui allait en profondeur, mais alors peut-être n'allait pas au bout. Mais maintenant, c'est plus direct. Je mets pas. Si quelque chose ne me va pas, je vais droit au but. Voilà. Ok, tu t'autorises à t'exprimer maintenant. Oui. À t'affirmer. À dire les choses, même si elles font mal. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Oui. Je mettais des gants, je mettais des formes, et en fin de compte, je me faisais du mal à moi. Je me faisais du mal. Parce en évitant de faire du mal aux autres, je me faisais du mal. Et en fin de compte, il y avait deux personnes qui pouvaient souffrir quand même. C'était la personne si elle le recevait pas comme je voulais le dire, et puis moi qui, en fin de compte, ne disais pas vraiment. Alors que, voilà. Et maintenant, non, c'est plus possible. Et tu m'as dit que ça avait redéclenché l'envie de vivre, en fait, chez toi. Ah ben oui, là, je vis et je profite de la vie. Et puis l'argent, c'est un moyen. Comme je me dis que nous, notre corps, c'est un véhicule pour nous déplacer, eh bien, c'est comme un véhicule. L'argent, c'est un moyen pour faire certaines choses. Et donc, l'argent n'a d'importance que si on l'emploie bien. Voilà. Après, on peut avoir des tas de bonheur sans dépenser le moindre sou. Et donc, mais aussi, parfois, il faut dépenser ce qu'il faut et puis se dire, je l'ai fait parce que je voulais bien. Et j'en suis contente. Voilà. Et ça, c'est pas que je veux montrer que c'est un coût, mais c'est vrai que parfois le coût de quelque chose va nous freiner. Et en fait, qu'est-ce que ça me coûte? Et on voit pas ce que j'y gagne. Voilà. Qu'est-ce que ça me coûte? Parce que qu'est-ce que ça me coûte? C'est une phrase aussi. Qu'est-ce que ça me coûte? On ne sait pas mettre le prix des bonnes valeurs, mettre la bonne valeur aux choses. Eh bien, il n'y a pas de valeur là. C'est vraiment immense. Il n'y a pas de mystère non plus. Alors après, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas palpable. Tu vois, c'est pas comme si j'achète une machine à laver. C'est pas comme si tu avais acheté un lave-linge et un sèche-linge. Enfin, ça n'a rien à voir. Tu l'as pas sous les yeux. Tu le vis. Et souvent, on trouve ça commence à changer.
et que dans cette société, si c'est pas du matériel, si c'est pas matériel, ça a pas de valeur. Oui. Eh ben non. Eh ben non, c'est ça le contraire. Parce que finalement, tu dis ça, mais quand tu vois mes vêtements, ils étaient entassés, ils étaient rangés, enfin plus ou moins dans mon dressing, et je les mettais plus. Je me disais bon bah je vais donner ça, je vais donner ça. Bah celle-ci je pouvais plus la mettre. Et ben je suis vachement contente. Pardon. Je suis heureuse de pouvoir la reporter. Donc eh bien j'ai failli m'en débarrasser. Ben je l'ai. Et donc je vais pouvoir refaire du tri, mais avec voilà des choses que j'aimais. Donc ça a une valeur. Bien sûr. Ce travail a une valeur parce que ces choses-là, eh bien je n'ai pas eu besoin de les racheter. Je les ai encore. Donc en gros maintenant on voit que tu es heureuse. Oui. Que tu le sais, que tu le sens et que ça se voit. Ah ben ça se voit. Et puis je le dis. Et je le dis. Bon, alors eh ben écoute, on va clore en fait cette interview. Je te remercie beaucoup Anne. Merci de t'être livrée. Ben merci. D'avoir livré tes secrets, tes douleurs. Et je suis émue parce que merci pour cet accompagnement, pour la force que tu as mis dedans. T'es allé au bout, tu t'es accroché, j'étais là, mais t'as fait ta part, t'as fait ton job. Et t'as obtenu les résultats. Et là, si ça peut... Peut-être même au-delà de ce que tu pensais. Oui. Et je pense que de toute façon, je t'ai même conseillé faire pourquoi pas faire la vidéo, on se l'est auto-suggéré, quoi. Et que j'étais prête, moi, avant même que tu me dises, et si on faisait comme ça, un interview, c'est bien, enfin, se filmer soi, mais là, être toutes les deux en échange, c'est beaucoup plus, c'est authentique, ça parle mieux, et puis, ben oui, il y a rien de tel que des preuves réelles. Ouais. Et puis voilà, dites-vous que c'est pas avec Anne, ça se passe comme ça, voilà. Avec toutes mes clientes, je suis naturelle. C'est spontané. C'est spontané et il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Vous pouvez vous livrer, mais ça reste efficace. C'est ça. Très efficace. Voilà. Et être heureux et l'épanouissement, il est vraiment au bout du chemin parce que tu as retrouvé ta joie de vivre et plus ton envie d'exister, quoi. La petite graine, tu te rappelles sur la persographie que tu avais vue. J'étais qu'une petite graine qui, oui, ça t'a fait tilter, quoi. Les pertes que j'ai eues, moi, les fausses couches que j'ai faites, qui m'ont marqué, qui m'ont fait aussi tomber, hein, bien sûr. Et puis il y avait aussi un lien, maman qui avait perdu aussi des frères et sœurs que j'ai perdus sans le savoir, et elle savait pour certains mais pas pour tous. Et donc maintenant maman n'est plus là, mais d'où qu'elle soit, si elle m'entend, si elle me voit, eh bien voilà, j'ai fait jusqu'au bout. Je me suis donné la possibilité de guérir, de me sentir bien. Et même ton frère, avec ton père. Oui, et mon frère a repris, contact avec. Et même aller à l'étranger, le retrouver. Voilà, oui, il a fait l'effort alors qu'il lui en voulait pour beaucoup de choses. Il a encore du travail à faire. Oui, mais maintenant il s'appelle. Et il s'apprécie. Voilà, mais maintenant il y a déjà. Il y a du contact, il y a du lien même. Même si, voilà, il est pas il est pas en France. Il est loin, et puis on peut pas réparer tout, effacer tout ce qu'il y a eu, tout ce qui a été subi. Mais malgré tout, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà. La preuve qu'en systémique, ça a un impact sur les enfants, sur les frères et sœurs, sur les cousins, cousines. Voilà. Tu m'as dit, on est en train de recréer une cellule familiale. Non, voilà. Même si la famille, elle a explosé, ou même si elle n'a pas eu ces liens, il y a eu quand même. Mais et puis la famille, c'est celle que l'on a avec nos parents, nos enfants. Mais on peut inclure les amis. Les cousines perdues, les cousines, mais on a aussi de la famille. Moi, je trouve que il y a rien de tel que le lien. Le lien, il est voilà, on crée un lien sain et de bonheur. Voilà, il y a rien de tel que d'être heureux. C'est justement de pas s'occuper de petites choses, ou alors de régler les petites choses qui nous font souffrir et qui nécessitent peut-être un accompagnement ou pas, mais qui mérite d'avoir une réponse. Quand on a des questionnements, il mérite d'y avoir une réponse, parce qu'au bout, eh bien, il y a forcément que du bonheur. Voilà, que du bonheur. Donc en fait, vous avez compris que moi je vais vous aider à répondre à vos questions. On va enquêter et je peux vous dire qu'on obtient des résultats. Ah oui, non, mais c'est clair. Moi, je peux plus avoir de bébé, hein, je peux plus. Mais on se serait connu plus tôt.
parce que j'ai quand même aussi, moi, fait une fausse couche ensuite. Oui. Et là, il y avait des jumelles, hein, Voilà. Les filles que j'aurais tellement aimé avoir une fille. Finalement, j'ai deux garçons et je suis très contente. Mais voilà. Et donc, peut-être si j'avais été plus jeune, j'aurais eu d'autres enfants. Bon, ça ne s'est pas fait, mais aujourd'hui, la vie est encore devant mais toi. j'ai plein de bonnes choses à vivre. Voilà. Oui. Voilà. Et c'est pas grave tout ça. Ok. Bon, en tout cas, merci à toi. Merci aussi. Voilà. Et bien, à très bientôt. Et nous, on se retrouve pour de prochaines interviews, de prochaines vidéos. Vous pouvez voir mes vidéos régulièrement sur Facebook, parfois sur Instagram et maintenant sur ma chaîne YouTube. Bye bye. Au revoir.